Chapitre 21. Donc certains membres de ton peuple peuvent se téléporter, d'autres non. C'est fascinant. Tout en marchant sur le sentier montagneux, le prof faisait pleuvoir sur Pierre un flot intarissable de questions. Sélène observait avec curiosité la faune et la flore. Le chemin était bordé d'arbustes bas qui avaient ravi la place à la forêt. Elle trouvait qu'ils ressemblaient davantage à de tout petits arbrisseaux, comme ceux qu'ils avaient en pot à l'intérieur de la pagode leur ayant servi de refuge. Des bonsaïs, les appelait Gunshi. C'était bien dans une telle forêt qu'ils piétinaient, et une ancienne qui plus est. Tout y était redimensionné sauf eux. Les oiseaux, de la taille d'insectes, s'effrayaient de la survenue de titans et battaient des ailes à tout rompre pour fuir la ramure des arbres nains. Le gibier qu'on aurait pu mettre dans une poche cavalait, s'épuisant à s'éloigner de Sélène et ses camarades. En se penchant, Sélène finit même par distinguer des tapis de minuscules fleurs sauvages. Elle aurait aimé s'arrêter pour jouer avec ce monde miniature, bien qu'il fût vivant. Mais leur marche devait se poursuivre jusqu'à ce qu'ils soient enfin en lieu sûr, sous la protection du grand monolithe. Ils avaient dépassé la succession de cascades où ils avaient été victimes de l'embuscade. Ils avançaient depuis des semaines à présent. Sélène aurait préféré voyager plus vite par les airs, par exemple. Anorine ne faisait qu'enchaîner des revenances qui ne les aidaient pas. En attendant, ils étaient obligés d'emprunter les chemins indiqués par Pierre, de marcher à travers les territoires les moins dangereux, où nulle pluie de pierre ne s'abattrait sur eux. Sélène, elle, n'en pouvait plus de différer sa recherche de Lupin. Oui. Répondit Pierre au prof à une de ses nombreuses questions. Et il en va de même pour notre capacité à léviter ou à rouler. D'autres comme le grand monolithe ne bougent pas. Votre peuple est fascinant, même si je juge votre magie totalement irrationnelle. Ce n'est pas vraiment de la magie. Ce monde dont nous sommes les gardiens n'est pas bâti de manière cohérente. Il possède quelques logiques empreintes d'incertitude. Je l'ai toujours dit. Quel plaisir de croiser quelqu'un qui partage ce point de vue. C'est plus qu'un point de vue, c'est un axiome. Vous gardez quoi? Intervint Sélène dans la conversation. Vous, les vivants. Ah. Et des gardiens, ça protège quelque chose de quelqu'un. De qui nous protégez-vous? Je ne peux pas te répondre, Sélène. Le grand monolithe le pourra peut-être. Nous y sommes presque. Putain, ça tombe carrément bien. À force de crapahuter, j'ai une irritation du cul au niveau de l'arrêt. Je te signale qu'on marche depuis bien plus longtemps que toi, Kumsan. Toi, ça ne fait que quelques jours. La voix sortait tout droit de là-dedans. En attendant, Chico pourri, je risque l'érythème des couilles si on ne fait pas une vraie pause rapidos. C'était obligé de le réveiller, votre copain? Demanda Pierre qui ne dissimulait pas son antipathie pour le technome. Parce que se coltiner des conversations de ce niveau depuis la cascade... La ferme où je te jure que le prochain feu de camp, je l'allume à coups de pierre à briquer sur ta petite gueule toute ronde. Koum, dit simplement Stena. Mais c'est lui qui m'attaque. J'étais juste en train de partager avec vous mes salopes d'émotions, là. Une irritation des fesses. Corrigea Pierre. J'ai bien le droit d'exprimer ma putain de sensibilité profonde, merde. Et des testicules. Ajouta Pierre. Voilà. Chaque fois que je dis un truc, il rajoute un petit mot de sa mère, la pute sa race de sa grand-mère. Eh bien, votre technome, depuis qu'il porte votre ami mort-vivant en guise de pendentif, on sent de plus en plus sa part féminine. Vous avez vu le macho? Il me manque de respect ainsi qu'à toutes les morues du monde. Et chaque fois que je lui réponds, on me demande de fermer ma gueule. Tais-toi, trancha Stena. Le technome se mit à frapper contre un rocher à coups de pied futiles. Tiens, j'espère que c'est un de tes potes. C'est un vulgaire rocher. Anorine, qui ouvrait la marche dans les bras de Stena, parla depuis sa marmite à travers des bulles qui explosèrent une à une à sa surface, dans des effluves malodorants. Stena en grimaça de dégoût, même si son visage resta de marbre. La sorte de ragoût vivant en ébullition qu'était devenue Anorine annonça « Je crois qu'on arrive !» Ses compagnons le rejoignirent. C'était comme si une montagne plus petite s'était dressée au sommet d'une autre. Son sommet était blanchi par des neiges éternelles. Je ne foutrai pas les pieds dans cette chiasse blanche. J'ai pas envie de choper une engelure testicouillère, moi. Ça ne sera pas nécessaire. Cette montagne est creuse. En son centre se trouve la cavité dans laquelle se repose le grand monolithe, bien à l'abri des forces de l'érosion. C'est là que nous nous rendons. Ils marchèrent encore longuement, mais sur un sentier presque à plat. Au bout de 2 heures, alors que la montagne sur la montagne n'avait cessé de grossir jusqu'à remplir tout leur champ de vision, ils arrivèrent à une immense porte de pierre. Il doit avoir une sacrée petite teub, le grand monolithe, à habiter dans une pareille guitoune. Il est obligé d'entrer, lui.
Je vous emmène rencontrer le plus sage de notre monde. Il faut lui témoigner le respect dû à son âge. Ouais, c'est bon, Pierrot. Je bouffe au resto des fois, et même quand c'est dégueu, je sais me tenir. Bon, comment on ouvre un machin pareil? Faut foutre sa bite dans la serrure, ou bien... Il suffit de pousser, c'est tout. C'est bien entretenu. Un enfant pourrait le faire. Célène, veux-tu essayer? Je suis plus une enfant. Protesta Célène revêche. Mais elle appuya tout de même sur les battants qui s'entrebâillèrent d'une simple pression. Courant d'air! Cria une voix usée d'ancêtre depuis l'intérieur de la cavité. Vite, entrez et fermez bien. Il ne faut surtout pas laisser pénétrer l'érosion. Le grand monolithe est admiré pour son choix de rester ce qu'il est alors que sa vie pourrait s'éteindre et devenir poussière. Renoncer à l'immortalité est le summum de l'illogisme, l'aboutissement poétique d'une existence, la plus haute forme de respectabilité. Mais bon, il ne tient pas à disparaître vite non plus, c'est un sage. À l'intérieur du refuge dans la montagne creuse, le grand monolithe était posé sur un piédestal. Il n'était pas du tout immense comme s'y était attendu Célène du fait de la démesure des lieux. Il n'était pas constitué de minéraux précieux. Il n'était pas impressionnant du tout. Il était tout petit. Un grain de sable particulièrement érodé. Ce lieu ne possédait pas d'odeur. Il était comme aseptisé, dénué d'humidité et de la moindre particule de poussière. Très dangereux est l'objet que tu portes à la ceinture. Dit une voix dégradée par l'âge au technome qui ouvrait la marche. Le sage parlait du fragment. Plus grand encore est peut-être le danger que représente cette... Alors toi, tu commences pas à faire chier. La grammaire à la con, c'est sacré pour mon pote Anorine. On dit, l'objet que tu portes à la ceinture est très dangereux. Tous en restèrent interdits. Vous n'aimez pas ma manière de parler? Demanda le grain de sable. Mais c'est même pas ça. Je m'en bats les testicouilles de la syntaxe, en vrai. Mais on vient de se bouffer des centaines de lieues à pied, de se manger des gadins par paquet de 1000, sans compter Pierrot qui a passé son temps à me les hacher menus. Alors, oui, on n'a pas envie de se fader ton charabia incompréhensible de vieux con. Ta syntaxe de faux sage, tu te la tailles en biseau et tu te l'enfonces bien profond dans ton trou du cul en silice avant de... Atkoum se changea en pierre. Stena repositionna son bandeau sur les yeux. Pardonnez ce tonitruant personnage au grand monolithe. Cérémonia Pierre. C'est un nain... J'ai cru comprendre. Je pensais qu'il n'en existait plus. Dit le grain de sable. Quels motifs ont poussé vos pas jusqu'à ma retraite? Nous venions simplement demander asile et conseil. Vous êtes les bienvenus. La folie s'est emparée du peuple des pierres et cette fillette en est l'injuste cible. Quant au technome qui vous accompagne, il a raison en plus. Des fois, nous autres anciens, on exagère un peu avec le sens de nos phrases pour leur conférer plus de portée. Si je vous dis de méditer, je ressens le besoin, ça sonne quand même mieux que je vais faire une sieste. Le technome m'a donné une bonne leçon d'humilité, même si c'était un peu direct. Chacune de vos paroles est un fleuve de sagesse qui se déverse en nous, au grand monolithe. Vous avez donc fait un long voyage pour venir me voir. Des questions, vous devez avoir. Voilà. Pardon, l'habitude. Vous avez des questions? J'aimerais contact. Commença Célène. Le prof l'interrompit. Merci pour votre accueil, grand monolithe. Dit l'ours Nandi. Nous avons énormément de choses à vous demander. L'une d'entre elles est justement d'en apprendre davantage sur les fragments. À quoi servent-ils? Interrogea le prof. De dangereux objets, ce sont... Voilà, vous voyez, je recommence. Quand une mauvaise habitude on a pris... Un silence s'installa. Et c'est tout? Demanda l'ours Nandi. Ah, pardon, j'ai perdu le fil. On parlait de quoi? Des fragments! Ah oui, l'artefact. Figurez-vous que je suis le seul à connaître précisément leur raison d'être. Un nouveau silence s'installa. Qui est? Demanda l'ours Nandi. Le grain de sable sembla sursauter. Pardon, vous m'avez réveillé en pleine sieste et j'ai des difficultés à garder mes idées claires. En temps normal, ce savoir vous serait interdit. Même si l'un d'eux a été détruit et que les deux autres ne sont d'aucune utilité, je ne vois aucune raison de vous dévoiler un tel mystère. Le prof eut du mal à cacher sa déception. Alors Célène eut une intuition. Elle tenta le tout pour le tout. Juste un petit indice. Supplia Célène avec une voix enfantine qu'on ne lui entendait plus. Non, c'est un secret. S'il vous plaît, papy monolithe. Célène lui fit ses grands yeux d'enfant et papillonna des cils.
On ne m'a pas appelé papy depuis si longtemps. Oh. Allez, bon d'accord. Je suppose que ce n'est pas bien grave. Juste un petit alors. Hein. C'est bien parce que tu es mignonnette avec tes 2 jolies petites couettes. s'exclama Sélène, un peu trop fort pour être honnête. Sténas pencha à son oreille. N'en fais pas trop, ville préado manipulatrice. Le grand monolithe dit en chuchotant sur le ton de la confidence, comme s'il était seul en présence de Sélène. C'est un dispositif de secours. Par contre, je ne peux pas vous dire pourquoi il est dans notre monde. Ça doit rester entre nous. Qu'est-ce qui doit rester un secret? Que c'est un dispositif ou que c'est de secours? Demanda Sélène. Non, non. Ce qui doit rester entre nous, c'est que ça permet de créer un passage entre l'univers et l'antévers. Ah bon? C'est ça qu'il ne faut surtout pas révéler? Oui. Alors je vous promets que personne d'autre que moi le saura. Je peux te faire confiance. Promis juré. Les autres s'agitèrent un peu mal à l'aise. Il est peut-être devenu gâteux. S'excusa Pierre en chuchotant. Le grain de sable reprit à l'adresse de Sélène. Et donc, c'est toi qu'une partie de mon peuple appelle l'annihilatrice? Il paraît. Mais j'ai rien annihilé, moi. Je sais même pas ce que ça veut dire une annihilatrice. Oh, quelle touchante naïveté. Le grain de sable rit comme un vieux fumeur bronchitique, tous ses poumons au seuil de la mort. Depuis que tu es apparu dans cette réalité, tu disposes de drôles de pouvoirs qui courbent, à la convenance de ton inconscient, certaines lois de ce monde. Tu as une chance et une malchance insolentes. Mon peuple t'a toujours surveillé, Sélène. Aux origines de la création de l'Antévers, notre nation de gardiens fut informée que nous recevrions un jour la visite d'une entité destructrice extérieure. Nous n'avons eu de cesse de nous préparer à combattre pour gagner l'ultime guerre que nos concepteurs nous ont confié d'achever. Ce n'est pas vraiment une prophétie, c'est, disons, une probabilité poétique, quasi certaine si on la rapporte à l'infinité du temps. Je veux dire que cela se produit forcément au cours d'une période sans limite, à un moment. C'est pour cela que tu as été sous surveillance permanente depuis ton apparition. Excusez-moi de vous interrompre, grand monolithe. Intervint le prof. Vous avez dit plusieurs fois que Sélène était apparue. Est-ce à dire qu'elle n'a pas de parents? En effet, elle est tout simplement apparue, jeune bébé, sur un buisson, en face duquel Pierre se reposait. Ce n'est pas une naissance conventionnelle, même pour notre Antévers empreint de mythes, de poésie et de magie. Et Pierre est le premier à l'avoir trouvé. Sous la lune pleine, il t'a offert ton prénom, Sélène. Suite à cette rencontre, une sorte de religion a germé parmi ceux des miens qui aiment la poésie, dont le mysticisme recèle. Car vous l'aurez remarqué, c'est bien la spiritualité qui manque à ce monde. Normal d'ailleurs, quand on pense à ce que Dieu a commis de l'autre côté. Bref, les nouveaux croyants ont baptisé Pierre le prophète, ce qui n'a jamais été, ni même souhaité devenir. Il lui voue un genre de dévotion qu'il a toujours su manier avec l'humilité de la modestie. Sélène avait les larmes aux yeux. Je viens d'où alors? Qui sont mes parents, tous les enfants, non? Tout à fait. Nous pensons que ton père et ta mère ont appartenu à l'univers que ceux qui nous ont créés ont dû fuir à cause du génocide entrepris par les transcendés. Nous ne savons ni quand ni comment tu y es parvenu. Nous croyons juste que nos prédécesseurs, ceux qui ont fabriqué le refuge que constitue cet Antévers, ont laissé ouvert un passage pour permettre à des survivants de s'échapper. À notre connaissance, tu es la seule à l'avoir fait, mais tu étais un bébé. Tu ne possèdes aucun souvenir de ce qui t'est arrivé de l'autre côté. Il faut te résoudre à ta part de mystère, jeune fille. Le prof ajusta ses lunettes. Pourquoi ne pas avoir mené l'enquête plus sérieusement? Nous ne détenons plus tous les savoirs qui ont créé ce refuge. Ceux qui ont construit ce havre ne sont plus là. Plus exactement, nous pensons plutôt qu'ils sont parmi les êtres qui peuplent l'Antévers, mais qu'ils ont fait le choix d'oublier ce qu'ils connaissaient. Nous sommes peut-être leurs héritiers, à moins que nous ne soyons eux, mais dans ce cas, nous l'avons désappris. Et à quoi ressemble cet univers dont vous parlez? Questionna le prof avec la dévorante et avide curiosité du savant. Nous savons juste que la raison, la logique, les lois physiques structurent le tissu de la réalité de l'univers. Une telle finitude est d'une grande tristesse. Les transcendés y règnent en maîtres et y ont détruit tout ce qui n'est pas eux. Les transcendés sont devenus une seule et même entité qui s'est auto-baptisée Dieu, omnipotent
omnipotente et omnisciente dans son propre univers et qui évolue dans un espace interdimensionnel. C'est l'éther. Sélène jouait avec les 2 dés de son collier en boudant un peu. Elle ne comprenait pas bien les explications. Les derniers mots de Grand Monolithe résonnèrent à ses oreilles. « Tout ceci est prodigieux !» commença l'ours Nandi avant de se faire couper la parole. « C'est l'éther !» s'exclama Sélène. « Mais je le connais, je l'ai rencontré. Quand je suis tombée dans la trappe magique au truc de la cité naine, là, il est pas sympa du tout. C'est un exhibitionniste et un crétin. Il voulait jouer à un jeu bizarre et complètement pourri de destruction de l'univers, alors que moi, j'avais envie de faire un paquet de merde. »« Sélène, laisse parler les grandes personnes !» rouspéta le prof. Je suis grande. Même que ce devait être un magicien aussi, parce qu'il a fait apparaître des vêtements en un claquement de doigts. J'ai rien compris. Chérie, je ne suis pas certaine que... Pierre interrompit la Gorgone pour demander de son timbre le plus minéral. Célène, celui que tu as rencontré a dit qu'il s'appelait C'est l'éther ou il t'a dit C'est, plus loin, l'éther? Sélène rougit et se plongea le visage derrière ses 2 mains. La honte, c'est trop gênant. J'ai cru que c'était son nom. C'est pas grave, ma chérie, dit Stena en lui tapotant le dos. Célène, est-ce qu'il t'a suivi? Je sais pas, il m'a fait peur, alors je me suis enfuie. Il arrêtait pas de me demander où se trouvait la porte par laquelle j'étais entrée et je lui ai envoyé un peu de magie parce qu'il me faisait mal. Mais j'ai fait attention comme vous me l'avez appris. De la magie dans l'éther? Le lieu le plus rationnel qui soit? C'est impossible. Trancha Pierre. Je suis pas une menteuse. Je lui ai même piqué son dé sans faire exprès. Regarde. Elle sortit son collier dont elle décrocha une petite figure à 6 faces. Fais voir. Le prof tendit sa grosse main pour l'étudier. Sélène lui donna le dé. Lorsqu'il entra en contact avec la main du prof, il se mit à rougeoyer follement et lui brûla la paume avant qu'il ne le lâche. Il continua ensuite à se consumer sur le sol. Ah, je n'ai jamais vu de dé de ce genre. Aucune face ne mesure jamais la même dimension que les autres. C'est un cube absolument parfait. Ce serait d'ailleurs logique que tous les dés à 6 faces soient ainsi, si on y réfléchit bien. Logique dans l'univers, aberrant dans notre antévers. Approche ta main, Célène. Intervint Pierre. Il ne te brûlera pas plus qu'auparavant, car tu viens du même univers que ce dé. Tu appartiens aussi au nôtre depuis que tu en es devenu un élément. Tu es le meilleur de ces 2 réalités. Célène rougit au compliment. Elle hésita, avança sa main et constata que l'intensité du rougeoiement diminuait. Au final, elle attrapa le dé, il était froid. Elle le lança plus loin cette fois-ci. Il rougit tant qu'il finit par s'effriter. Désolé, prof. Il a jamais quitté mon collier. Je savais pas qu'il brûlait les autres, moi. Le grand monolithe reprit. Cet objet n'appartient pas à notre réalité. Il est comme tous ceux qu'on trouve conservés dans les strates d'ambre sous nos pieds. Qu'on l'éloigne de Célène et il se désagrégera. Si Célène dit vrai, je pense qu'elle a bien fait irruption dans l'autre univers. La civilisation des nains a, sans faire exprès, creusé des chemins pour se rendre de l'antévers à l'univers. Leur réseau de transportation combinait leur mauvaise maîtrise de la magie erratique de l'antévers et des rudiments de technologie qu'ils comprenaient à peine. Je vais maintenant vous raconter le secret le plus honteux et le plus effroyable de notre peuple. Certains gardiens du peuple de pierre ont par le passé manipulé l'Élysée et les Tartares pour faire s'éteindre la civilisation naine. Et c'est malheureusement pour cette raison que nous l'avons fait. Car un chemin peut toujours s'emprunter dans les 2 sens. Le peuple des pierres a eu peur que la probabilité poétique ne s'accomplisse à travers les expériences des nains. Nous sommes à l'origine d'un cruel génocide pour rien au final. Célène, tu es le seul cas connu à avoir fait le chemin aller-retour. Toutefois, si tu as pu passer dans ce sens, Dieu a pu le faire et dans ce cas, où est-il sorti? Le prof intervint. Il faut aussi se demander quand il est sorti. Célène a voyagé dans l'espace et le temps. Si ça se trouve, ce dieu que vous craignez tant arrivera plus tard. Où est venu il y a longtemps? Compléta Pierre. Un nouveau silence laissa le temps au petit groupe de créatures d'intégrer les nouvelles informations. Le grand monolithe rompit le calme. Pierre, je décide de sortir de ma neutralité. Je vais prendre ton parti. Je vais intercéder auprès de la faction belliciste et mettre tout mon poids dans la balance afin qu'ils suspendent leur croisade. Je pense qu'ils font fausse route en ciblant cette jeune enfant. Vous pouvez m'aider à contacter mon petit ami avant? Demanda Célène.
Le grand monolithe fut secoué d'un rire que les autres crurent être le dernier. Ah, il faut que jeunesse se fasse, je suppose. Où est-il, ce petit ami? Je sais pas. Je peux lui parler à travers un des nôtres, mais il faut que je sache où il est. Aux dernières nouvelles, dans la mer. C'est vague. Dit le grand monolithe en se gaussant. Très drôle, grand monolithe. Flagorna Pierre. Stena n'osa pas préciser que le petit ami en question était peut-être mort. Son pragmatisme n'aurait fait qu'inquiéter sa petite protégée. Non, mais il n'est peut-être plus dans l'eau depuis le temps. Je vais lancer une recherche auprès de l'ensemble du peuple des pierres de la planète. Quand on l'aura localisé, tu pourras lui parler. Mais ça peut prendre beaucoup de temps, sache-le. Demanda Pierre qui ne dissimule... Ok. Je la refais. Truite. Ah, t'as assuré, Cornin. Incroyable. J'avoue. Waouh. Elle est balèze. Bien meilleur. Il est balèze. Quoi? C'est quoi cette attaque gratuite? Mais voilà. Mais mérite. De la magie dans l'éther? Le lieu le plus rationnel qui soit? C'est impossible. Enfin, je crois que c'est rationnel. Rationnel? Carrément. C'est parti.